vert, blanc, noir. Ah, les couleurs, mais c'est un tel mystère que j'ai vraiment décidé de consacrer un dialogue à la couleur, et avec le plus grand spécialiste, le plus grand historien de la couleur, un type complètement extraordinaire, Michel Pastoureau. Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe. Vous me connaissez peut-être pour mon livre Foutez-vous la paix ou La magie de l'ordinaire. Et nous allons ensemble maintenant explorer toutes les couleurs, comprendre leur rôle et pourquoi aujourd'hui, la plupart des Occidentaux préfèrent la couleur bleue alors que c'était autrefois une couleur très peu aimée. Bonjour Michel Pastoureau. Bonjour. Je suis tellement content de vous voir parce que alors depuis que votre premier livre est paru sur la couleur bleue, enfin c'est pas votre premier livre, mais que le premier livre consacré à une couleur est paru en l'an 2000, je suis ce que vous faites, d'abord parce que moi j'ai une grande passion, comme beaucoup de gens, pour la couleur, qui, comme disait Matisse, remue le fond sensuel de l'âme. Je trouve que c'est une bonne manière de parler de l'émerveillement devant la couleur. Et j'ai pensé que ce serait bien qu'on revienne sur vos différents livres et les différentes couleurs. Mais peut-être on peut quand même commencer. Comment un historien décide de travailler sur la couleur? Oui, ça vient de loin chez moi. Dans ma famille, il y avait plusieurs artistes peintres, mes grands-oncles. Donc, dans ma famille, il y avait des tableaux partout. Et on parlait beaucoup de peinture et de littérature. Ces grands-oncles, je n'en ai connu qu'un seul sur les trois, mais mon oncle Raymond. Mais il m'a appris un certain nombre de choses. Et puis mon père, les oncles, c'était du côté de ma mère. Mais mon père avait des amis artistes peintres de la mouvance surréaliste. Et petit garçon, il m'emmenait dans des ateliers d'artistes qui sont des terrains de jeu magnifiques pour un petit garçon, pour faire des bêtises avec des baquets où flottent des pigments, des vieux tubes, etc. Donc, tout petit, j'ai été attiré par les couleurs. Devenu étudiant, puis jeune chercheur, j'ai décidé d'en faire un de mes sujets de recherche, et à ma grande surprise, ça n'intéressait personne. Même du côté de l'histoire de l'art, du côté de l'histoire de la peinture, il n'y avait pas grand-chose sur la couleur. L'histoire des couleurs, ça semblait frivole, pas sérieux, ou alors comment dire, impossible à construire une histoire des couleurs. En outre, c'était l'après-mai 68, mes premiers travaux datent de ces années-là, et il y avait l'idée que un étudiant, pour son mémoire ou sa thèse, un jeune chercheur, avait des devoirs envers la communauté scientifique, et avec mes sujets, les animaux d'un côté, les couleurs de l'autre, j'avais l'air de trop me faire plaisir et ça semblait immoral, indécent par Vous avez rapport raison, avec... c'est tout à fait clair. Je sais, quand j'ai fait mes études, moi j'ai fait aussi une thèse en philosophie, on reprochait de se faire plaisir. C'est ça, ça n'était pas considéré comme un moteur pour la recherche, hein, donc c'était la fin des années 60, et éprouver trop de plaisir dans sa recherche, il y avait quelque chose d'indécent. Alors j'avais des camarades qui travaillaient sur le prix du pain à Paris au XVIIIe siècle, faisaient des courbes, des statistiques, et moi avec mes couleurs, j'avais l'air de trop jubiler. Non, c'était à la fois pas sérieux et immoral. Ça n'a pas duré, heureusement. Dans les années 70, les choses se sont retournées, mais on a un peu oublié cette période de relative intolérance qui a suivi mai 68, étrangement. Hein. L'intolérance était partout, des deux côtés d'ailleurs. Partisans de la tradition, les partisans des nouveautés. Et c'était assez violent à l'université quand j'étais étudiant. Alors, entrer dans la couleur, ça nous fait faire beaucoup de déplacements. Un des premiers déplacements de votre travail, c'est que vous allez contre l'immédiateté du sens commun, parce que moi, enfin, comme tout le monde, on a l'impression que la couleur, c'est la chose la plus immédiate, la plus subjective, la plus personnelle. Et vous allez montrer que le rapport à la couleur est toujours marqué par l'histoire.
Oui, en grande partie, mais cela vient de ce qui m'intéresse, ce sont les rapports entre couleur et société. Donc là, en effet, l'héritage culturel et historique pèse d'un poids considérable. Mais évidemment, si je m'attaquais au rapport d'un individu entre la couleur et l'esthétique, la couleur et l'onirisme, la couleur et la poésie, j'aurais moins prise sur les documents, hein. Ce serait un autre domaine. Donc moi, c'est vraiment couleur et société, parce que de bonne heure, je me suis aperçu que c'est ça qui est étudiable quand on est historien. Ça veut dire l'histoire du vocabulaire, l'histoire des pigments et des colorants, le vêtement et les codes vestimentaires, les emblèmes, les symboles même, c'est étudiable, les morales de la couleur, Vous les savez, théories de la couleur, tout ça, ça peut s'étudier. Mais dès qu'on touche à l'esthétique, à l'affectif ou au poétique, là, la couleur se fait rebelle à l'analyse. En outre, mes travaux m'ont montré de bonne heure que il n'y a absolument rien d'universel dans la couleur, et je me porte en faux contre un certain nombre d'informations qui traînent partout, du type les lois de la couleur sont éternelles et universelles. Tout mon travail va dans l'autre sens. donc ça veut dire que la manière dont je perçois le bleu ou le jaune dépendent bien sûr de mon histoire, mais dépendent aussi de la culture dans laquelle je suis. C'est ça que nous allons essayer de montrer. Oui, parce que nous ne vivons pas tout seuls, nous vivons en société, donc tout ce que nous aimons, pensons, croyons, percevons, ça passe par le regard des autres, et même ceux d'entre nous qui font exprès d'éviter le regard des autres, montrent ce faisant qu'ils sont encore plus influencés par le regard des autres que le reste du commun des mortels, puisqu'ils cherchent à fuir ce regard. C'est donc que ce regard les influence. Donc ils se croient libres et ils sont encore plus prisonniers que chacun d'entre nous. Donc commençons par la couleur bleue, donc publiée en 2000. Et la couleur bleue, alors c'est vraiment bien de commencer par cette couleur, parce que là on voit vraiment un renversement radical entre la manière dont le bleu est perçu par l'Antiquité et comment nous voyons le bleu. Oui, j'ai commencé par le bleu parce que dans mes dossiers, c'était la plus facile à mettre en livre, si je puis dire. Le problème est assez simple. Je me limite à l'Europe hein, dans mes enquêtes, parce que les problèmes dont je parle sont des problèmes de société, et l'historien que je suis ne peut pas connaître toutes les sociétés de la planète. Donc je me limite à l'Europe dans la longue durée. Et dans la longue durée, le bleu est une couleur mal aimée dans l'Antiquité qui, au fil des siècles, devient une couleur bien aimée et même aujourd'hui en Europe, la couleur préférée d'une personne sur deux à peu près, depuis au moins la fin du 19e siècle. Et Voilà, c'est surprenant. Les anciens, les Grecs et les Romains, n'ont pas de goût pour le bleu. pas beaucoup, non, autant que les documents nous permettent de le dire. Ni les Grecs ni les Romains n'aiment le bleu. Pour eux, c'est la couleur des barbares, des Germains notamment. Dans la vie quotidienne, aussi bien en Grèce qu'à Rome, le bleu n'est pas absent, mais ne joue pas un rôle de premier plan. Il est même assez rare dans la vie quotidienne. Personne ne s'habille en bleu. À Rome, ce serait extravagant. On s'habille de quelle couleur dans On l'Antiquité? s'habille en blanc, on s'habille en jaune, on s'habille en rouge. On a des textes de moralistes comme Pline, par exemple, qui dénonce les bonnes nouvelles. On voit, dit-il, on voit même des violets et des verts, ça semble extravagant. On est au 1er siècle de notre ère. Plus tard, au 3e siècle, on va voir apparaître également des tons nouveaux, soit orientaux, soit germains. Ça semble abominable pour les vieux Romains, mais le bleu en fait à peine partie, c'est trop tôt. Et un bon témoignage, et ça c'est quelque chose qui est fréquent dans mes recherches, c'est celui du vocabulaire. Je commence toujours par l'histoire des mots, parce que l'histoire des mots m'apprend énormément de choses. Dire bleu en latin, comme en grec, ancien d'ailleurs, mais surtout en latin, parce que je suis surtout latiniste, est un exercice difficile. Il y a beaucoup de mots, mais il n'y a pas de termes de base. Et quand les langues romanes qui sont nées du latin vont construire leur vocabulaire des couleurs, elles vont aller chercher un mot germanique d'un côté, blau, bleu,
et un terme arabe, Lazavar, Lazur, Azur. Donc le latin n'avait rien à fournir, c'est un vrai document d'histoire pour l'historien, hein. Et c'est pareil donc pour le français, l'italien, l'espagnol, le portugais, le catalan, le roumain, etc. Pour comprendre aussi cette désaffection du bleu, peut-être on peut dire quelques mots sur la manière dont les couleurs sont pensées à l'époque. C'est pas du tout comme nous. Il y a différentes théories, Pythagore, Épicure, la pensée platonicienne, et peut-être on peut en dire un mot. Ça explique peut-être ce rapport au bleu. Oui et non. Il y a différentes théories pour définir la couleur, pour classer les couleurs, mais si on prend notre époque, c'est exactement la même chose, hein. Dire ce qu'est la couleur aujourd'hui au XXIe siècle, même en se limitant à l'Occident, c'est un exercice impossible. Mais ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, nous, c'est évident que l'eau est bleue, la lumière est souvent vue comme liée au bleu, pas du tout dans les conceptions antiques. Non, mais ce sont des conventions qui changent avec les sociétés. Dire que l'eau est bleue, c'est vrai dans les dessins d'enfants en Europe occidentale au XXIe siècle, mais l'eau n'est pas vraiment bleue. Elle ne l'était pas chez les sociétés qui nous ont précédés, elle ne le sera pas dans les sociétés qui vont nous suivre. Quand on est historien, évidemment, on sait bien que tout ce qui est valide ou même vérité, entre guillemets, pour nous, ne le sera plus dans quelques décennies ou dans quelques siècles. Il faut être lucide. Et tout ce que nous croyons, tout ce que nous sentons, tout ce que nous percevons aujourd'hui fera sourire sans doute nos successeurs. C'est quelque chose qui est évident pour un historien, mais que j'ai du mal à faire comprendre à des amis ou à des collègues qui sont chimistes ou physiciens, par exemple. Peut-être qu'on y reviendra. Comment un grec voit l'eau alors? Alors, le grec voit l'eau peut-être comme nous, mais il ne la nomme pas comme nous. Comment il la Il nomme? ne faut pas confondre perception et nomination. Donc, il va nous dire que l'eau est telle ou telle qualité, et puis s'il veut préciser une couleur, ça dépend du sentiment de celui qui regarde, ça dépend de ce qui entoure l'eau. Donc elle va être blanche, elle va être noire, elle va être violette, elle va être verte, elle va être polychrome, elle va être incolore, notion qui est assez difficile à cerner dans les sociétés anciennes. Elle peut même être bleue, mais c'est assez rare. Alors, continuons dans l'histoire, donc ça on voit un peu pour l'Antiquité. Au début du Moyen Âge, c'est pas très différent. Non, nous manquons un peu de documents, mais on ne sent pas une grande différence dans ce domaine-là pour ce discrédit du bleu. Le christianisme ne change rien dans le premier millénaire de notre ère. Jusqu'à l'an 1000, le bleu reste discret. Peut-on dire mal aimé? C'est peut-être exagérant. En tout cas, il est peu présent dans la culture matérielle et dans la vie quotidienne, et peu présent dans le monde des symboles et de l'imaginaire. Alors quand les choses vont changer et comment ça va changer? La date est assez facile à cerner. Il y a une espèce de promotion, même de révolution bleue, au XIIe et XIIIe siècle. Ça, tous les documents vont dans ce même sens. Trouver la raison est assez difficile, en tout cas la raison première. Je pense que c'est d'abord un problème de théologie. Nous sommes à une époque où tout ce qui concerne la religion, la foi, l'Église compte énormément, et c'est ça qui affleure dans nos documents en tout cas. Et donc nous sommes vers la fin du XIe siècle, début du XIIe siècle, à un moment où le Dieu des chrétiens devient définitivement un Dieu de lumière, et il devient important dans les textes et dans les images de distinguer la lumière divine et la lumière terrestre. Alors pour le vocabulaire, pas de problème, en latin il y a deux mots. Il y a le mot lux qui est la lumière divine et le mot lumen qui est la lumière physique, matérielle, terrestre. Mais dans les images, comment faire? Et alors, par convention, semble-t-il, on s'est mis à faire la lumière divine bleue, pour la distinguer de la lumière terrestre qui était blanche, en quelque sorte. Ça va contribuer à valoriser énormément les tons bleus. Les personnes célestes vont devenir bleues. Le Christ, la Vierge, c'est-à-dire pour la Vierge habillée de bleu, et si, dans les images.
Et si la Vierge s'habille de bleu, bien sûr, ça contribue à valoriser cette couleur. Les rois se mettent à la mode du bleu, les uns après les autres. Et si les rois s'habillent de bleu, les grands seigneurs vont faire pareil. Bref, le processus social se met en route à partir de la fin du XIIe siècle. Mais il me semble que le point de départ est théologique. Je n'en suis pas absolument sûr, mais c'est ce qui est le plus facile à observer en tout cas. Et donc, il y a une promotion du bleu. Dans la vie matérielle, c'est très frappant. On voit bien sûr du côté des teintures, les teinturiers qui, pendant des siècles et des siècles, étaient incapables de faire sur l'étoffe un beau ton de bleu. En 2-3 générations, y parviennent. Non pas qu'il y ait un progrès technique, mais la société leur demande de faire des progrès. Et s'il y a cette demande, ils font ces progrès. Et en histoire, ça se passe très souvent comme ça, c'est-à-dire que le social et l'idéologique précèdent presque toujours le technique et le matériel. Ouais, oui, ça c'est vraiment passionnant parce que vous l'avez dit dans l'introduction, mais un grand élément de travail dans tous vos livres, c'est d'étudier les teinturiers, leur rapport à la couleur et comment ils suivent les demandes. Et donc, le bleu devient... on voit que le bleu est fait de plus en plus souvent. Alors, période suivante, peut-être qu'un des moments importants suivants, c'est la Réforme. Oui, les grands réformateurs protestants du XVIe siècle parlent beaucoup des couleurs. Ça, c'est dingue. En quoi la Réforme protestante va changer la manière dont on perçoit le bleu? Parce que ce sont de grands moralistes qui ont une grande influence sur la vie quotidienne en Europe. Donc ils nous parlent beaucoup des couleurs. Calvin, Luther moins, mais autour de Luther, Mélenchon par exemple, Karlstadt, Zwingli à Zurich et d'autres, moralisent beaucoup les couleurs et distinguent des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes, comme ils disent, pour un bon chrétien. Ça concerne le vêtement, ça concerne la vie quotidienne, ça concerne l'art. À partir de la seconde moitié du XVIe siècle, on peut distinguer une palette protestante et une palette catholique chez les peintres européens. C'est très net. Et ce qui est frappant, c'est que... Je vais donner un exemple pour qu'on voit tout de suite. Donc, le catholique, ça serait peut-être Rubens. Rubens, par exemple, qui est un des plus grands coloristes de tous les temps, et puis une demi-génération plus tard, Rembrandt, qui est vraiment le protestant, un peu plus au nord, avec de moins en moins de couleurs. Voilà, une palette très retenue, des effets de lumière plus que des effets colorés. Mais c'est pas un cas isolé. On a même observé que chez un peintre comme Philippe de Champaigne, donc qui vit sous Louis XIII en gros, a une palette assez débridée quand il est jeune peintre, puis il se convertit non pas au protestantisme mais au jansénisme, c'est-à-dire la tendance catholique la plus proche du protestantisme, et sa palette change. Et les couleurs sont plus retenues. Il met plus de bleu que précédemment. Parce que le bleu, pour la Réforme, est dans le bon groupe. Les réformateurs distinguent des couleurs honnêtes le bleu, le blanc, le gris, le noir, le brun parfois. Et les couleurs déshonnêtes, ce sont celles qui passent pour trop voyantes. Le rouge, le vert et le jaune. Un bon chrétien doit absolument s'abstenir de ces couleurs qui habillent, alors il y a des phrases terribles des grands réformateurs, qui habillent les hommes comme des pans, par exemple. Et ça pèse d'un poids très grand jusqu'à aujourd'hui. Ces morales de la couleur, même s'il y a une forte déchristianisation, même si l'influence de la Réforme est moins grande qu'il ne l'a été, parce que pendant assez longtemps, sur certains points, la contre-réforme catholique reprend les valeurs protestantes et ça donne ce que nous avons appelé au XIXe siècle les valeurs bourgeoises. Et en effet, pour un homme en tout cas, s'afficher en tenue jaune, par exemple, ou rose, ou vert pomme, c'est un écart par rapport à ce qui est habituel. Donc, on se fait remarquer, et se faire remarquer, ça n'est pas bien dans la société morale du XVIe siècle comme du XIXe siècle. L'idée vient de loin, l'idée vient du christianisme le plus précoce, même avant le christianisme, de la Bible elle-même. Adam et Ève étaient nus au paradis terrestre. Ils ont péché contre Dieu, ils ont fauté, on les a chassés du paradis terrestre, et comme signe de leur faute, à la sortie du paradis, ils ont reçu un vêtement.
Donc le vêtement rappelle toujours le péché originel de nos ancêtres. Et donc se faire beau par le vêtement, pour une partie de la population chrétienne, catholique comme protestante, c'est quand même indécent. C'est-à-dire que c'est une offense faite à Dieu et peut-être une offense faite aux autres. Et aujourd'hui encore, il y a une partie de la population qui vit encore avec cette idée-là, et une autre qui n'en tient absolument pas compte, et les fabricants de vêtements le savent très bien, qui fabriquent toujours plusieurs gammes de couleurs, une pour le comme d'habitude, le comme tous les jours, et puis d'autres qui est plus en prise avec des nouveautés, des renouvellements des modes, etc. Les deux existent et cohabitent. Alors, point, moment aussi très important de changement, mais qui va éclairer toute votre compréhension de la couleur, c'est la découverte, l'approche de Newton, la découverte de la lumière par Newton. C'est une grande révolution sur la manière dont on conçoit la couleur. Oui, le grand savant anglais, alors qu'il est encore très jeune et que la peste l'a chassé de l'université de Cambridge, où il faisait ses études, se retire dans le nord de l'Angleterre chez sa mère et en 3 semaines fait 2 découvertes exceptionnelles. D'une part, en regardant tomber une pomme, l'attraction terrestre, la gravitation universelle, et de l'autre, en faisant passer la lumière du soleil, la lumière blanche du soleil à travers un prisme de verre, découvre des rayons colorés, il découvre un nouvel ordre des couleurs, un nouvel ordre physique des couleurs, le spectre. Et dans ce nouvel ordre des couleurs, il n'y a plus de place ni pour le noir ni pour le blanc, qui auparavant étaient des couleurs à part entière. Désormais, elles ne vont plus l'être. Et la façon de classer les couleurs va changer complètement. L'ordre spectral, c'est-à-dire celui de l'arc-en-ciel, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge, devient, dans le monde des sciences, puis dans le monde de la culture ordinaire, le classement normal des couleurs. Alors qu'auparavant, on en était resté au classement d'Aristote, totalement différent, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Ça n'a aucun rapport. Et donc, quand un historien comme moi, des sociétés anciennes, que faire? Est-ce qu'il faut partir du classement d'Aristote, si je travaille sur le Moyen-Âge, ou est-ce qu'il faut partir du classement de Newton, qui est le classement scientifique de base aujourd'hui? Si je travaille, je ne sais pas, au laboratoire des musées de France, que j'analyse de la peinture italienne du XVe siècle, j'aurais tendance à utiliser des appareils de notre temps, construits sur le spectre, mais je les applique à des couches de couleurs produites par des sociétés qui ignorent tout du spectre, qui classent les couleurs autrement, qui les pensent autrement. Où commence l'anachronisme? C'est un des grands problèmes que je me pose depuis longtemps dans mon travail. Que faire de nos connaissances actuelles quand on travaille sur des sociétés un peu anciennes? Est-ce que ça m'aide à quelque chose d'avoir un bagage en physique et en chimie actuelle pour comprendre les couleurs du passé, ou est-ce que ça ne me sert à rien? Quand j'étais jeune, je pensais que ça me servait à quelque chose, et donc j'ai amélioré ce bagage. Aujourd'hui, j'en suis moins convaincu. Alors vous êtes, je fais un peu une digression, mais vous n'êtes pas complètement newtonien, vous êtes encore un peu aristotélicien. Oui, bien sûr, d'une part parce que je suis historien de sociétés plutôt anciennes, je suis spécialiste de l'Antiquité romaine et du Moyen-Âge chrétien, mais même en se limitant à la culture d'aujourd'hui, à la société d'aujourd'hui, le classement newtonien n'est pas à l'œuvre partout. Dans bien des domaines, le noir et le blanc sont pour nous des couleurs à part entière. Je vais acheter un pullover, on me dit cet article se fait en rouge, en bleu, en blanc, en noir, en vert, en jaune, ce sont des couleurs comme les autres, le blanc et le noir. Or pour la science, et spécialement pour la physique, non. Donc il y a de grands écarts. Et c'est pas le seul domaine, la couleur, où les théories scientifiques et les pratiques sociales ne s'emboîtent pas du tout, mais ça doit être un des domaines où l'écart est le plus grand, je pense. Et j'ai l'impression que tout ce que raconte la science en matière de couleurs ne me sert pas à grand-chose, sauf à faire de l'histoire des sciences. Je trouve ça passionnant. Moi qui suis philosophe, je trouve souvent qu'il y a chez Aristote une puissance phénoménologique qui est plus grande et plus existentielle
que le discours scientifique. Et je trouve ça intéressant que, confronté à la couleur, vous faites cette découverte aussi. Alors après, peut-être pour finir sur le bleu, avant de passer à la couleur suivante, il y a des changements au XVIIIe siècle à nouveau sur la couleur. Est-ce que ça vient des avancées techniques, de l'invention du bleu de Prusse, du développement de l'indigo? Qu'est-ce que vous pensez de ce changement au XVIIIe siècle et la manière dont le bleu va être perçu? Oui, on est là dans des faits de société qui contredisent un peu ce que je disais précédemment, à savoir que je disais que l'idéologique, le symbolique et le social précédaient le technique et le matériel. Là, on s'aperçoit quand même que des découvertes techniques et matérielles entraînent des modes nouvelles. Vers 1720, un pharmacien de Berlin, qui était un peu chimiste amateur, en cherchant à fabriquer un très beau pigment rouge, fabrique un très beau pigment bleu, accidentellement, comme souvent d'ailleurs dans le monde des sciences, ce sont par hasard que les grandes découvertes sont faites. Il met au point ce qu'on appelle le bleu de Prusse, qui est à la fois pigment et colorant, donc qui va permettre de diversifier la gamme des bleus en peinture et en teinture, spécialement des bleus foncés, et par extension, puisqu'on fait des mélanges maintenant, des verts foncés. Donc ça va entraîner une mode nouvelle des tons bleus. Et à la même époque, on commence à importer très massivement d'Amérique centrale surtout, un colorant qu'on connaissait bien, qu'on importait d'Asie, mais on s'aperçoit que le colorant américain est encore plus performant que celui d'Asie, l'indigo, tiré d'un arbuste dont les feuilles et les tiges ont des vertus tinctoriales. Ça contribue également à la vogue des tons bleus, une vogue renouvelée, d'autant que malgré la traversée de l'Atlantique, le prix de revient est moindre que les produits asiatiques ou européens qu'on utilisait pour teindre en bleu, parce que la culture de l'indigo, l'exploitation est faite par des esclaves au Nouveau Monde, donc le prix de revient est plus bas. Et donc les fabricants du produit européen pour teindre en bleu, la guède, le pastel chez nous en France, sont ruinés par cette importation massive d'indigo américain qui fait la fortune de ports comme Nantes ou comme Bordeaux pour la France et la ruine de villes comme Amiens ou Toulouse qui vivaient du pastel européen. Ils ont essayé de l'interdire. Colbert a dû céder, mais il y a un moment, il essaye d'interdire l'indigo. Voilà, si je me souviens bien, c'est ça? Quand ça commence au XVIIe siècle, il y a des lois drastiques, peine de mort pour qui importe frauduleusement de l'indigo américain. Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Les villes et régions européennes craquent les unes après les autres, et la France et l'Allemagne sont les dernières à résister jusqu'à l'horizon 1730 à peu près, puis après c'est fini. Et c'est pourquoi à l'époque romantique, le bleu revient. Et alors là, en changeant un peu de sens, il devient une couleur mélancolique, ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Oui, le statut de la mélancolie change d'ailleurs. Dans l'Antiquité, au Moyen Âge, c'est une maladie, la mélancolie, et c'est plutôt péjoratif. Être mélancolique, ça n'est pas bien, ça peut même être très grave. Avec le romantisme, le premier et surtout le second romantisme, il y a une espèce de valorisation de la mélancolie. Et comme dit Nerval, l'ineffable bonheur d'être triste. Le bleu devient la couleur de la mélancolie à l'horizon des années 1770 à peu près. Il va le rester longtemps jusqu'à ce que le noir prenne le relais dans un deuxième temps. Mais on en voit encore des traces dans avoir le blues, etc. C'est ça, notre blues, c'est un héritage de ce bleu mélancolique dû au romantisme. L'âme se met à divaguer. Ça n'est plus une maladie, c'est un état émotionnel plutôt pris en bonne part. Moi-même, j'ai une admiration sans borne pour la mélancolie, mais je ne suis pas le seul. Mais là, il faut quand même citer un ouvrage qui est un des plus grands succès de librairie de tous les temps, Les Souffrances d'une jeune Werther de Goethe, qui paraît en 1774.
Et Goethe donne à son héros un habit bleu avec des culottes jaunes. Et pendant au moins 3 générations, tous les jeunes gens d'Europe vont s'habiller à la Werther, exactement comme si un feuilleton télévisé aujourd'hui lançait une mode vestimentaire. Eh bien, avec le livre de Goethe, il avait 25 ans hein, quand il a écrit son Werther. C'est un succès inouï dans toute l'Europe occidentale. Et ça contribue, ça a l'air idiot, mais c'est vrai, à valoriser énormément le bleu pour les jeunes gens et le blanc et rose pour les jeunes femmes, puisque l'héroïne Charlotte a une robe blanche avec des rubans roses. Quand on se tourne comme ça toute cette histoire, on voit quand même que le bleu est souvent quand même associé soit à une dimension spirituelle, soit à une dimension de clarté, d'ordre, de, 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 de respect. C'est un peu quand même un fil conducteur. Après, le rapport qu'on a pu changer selon les époques, mais on retrouve un peu cette dimension du bleu. Oui, quand on s'intéresse à ce qu'on pourrait appeler grossièrement la symbolique des couleurs, qui se met en place assez tard, hein, mais elle est bien là à la fin du Moyen Âge, elle ne change plus beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Le bleu est sage, ne fait pas de vagues, le bleu est consensuel en Europe, et quand on dit aujourd'hui j'aime le bleu, on dit pas grand-chose de soi-même tellement c'est banal. Donc, si on dit j'aime le gris ou j'aime le rose, c'est plus original en quelque sorte. Bon, je ne crois pas beaucoup aux dimensions émotionnelles ou caractérielles du goût en matière de couleur. Je crois que ce sont des problèmes de société qui sont derrière, mais peu importe, ça revient au même en bout de course. Euh, donc aujourd'hui, dans les enquêtes d'opinion, le bleu écrase tout. Une personne sur 2 en Europe a le bleu pour couleur préférée. Et ce qui est fascinant pour l'historien que je suis, c'est que depuis qu'on a des enquêtes d'opinion nombreuses, c'est-à-dire depuis la fin du 19e siècle, les résultats sont toujours les mêmes. Malgré les changements de société, les nouvelles matières, les nouvelles lumières, ça n'a aucun impact sur ces questions. Quelle est votre couleur préférée? Le bleu devant le vert, puis le rouge, le noir, le blanc et le jaune pour les 6 couleurs préférées. Et surtout, les résultats sont absolument identiques pour les hommes et pour les femmes. Alors on va passer au noir, qui pose des questions donc un peu différentes. Là, pour le bleu, on a vu une couleur pas aimée qui va devenir la couleur préférée. Le noir, c'est une couleur qui s'oppose à la lumière pendant longtemps. On pourrait dire ça Oui, on peut partir de cette idée-là pour créer un couple blanc-noir en quelque sorte, mais ça a moins d'impact qu'on pourrait le penser parce que quand on prend toutes les sources antiques en Occident, le vrai contraire du blanc, ce n'est pas le noir, c'est le rouge. Oui, ça c'est très net. Alors on va évoquer peut-être ces deux contrastes. Donc, il y a le contraste noir-lumière. Bon, c'est un peu les ténèbres, la lumière. Ça, c'est peut-être le contraste théologique. Oui, si on était un peintre, on dirait, il y a 2 axes au fond, un contraste de valeur, clair-sombre, donc blanc-noir, et puis un contraste de densité ou de saturation, blanc-rouge. Et ça fait 3 pôles desquels vont s'organiser une grande partie des pratiques de la couleur dans les sociétés anciennes. Et ça explique aussi pourquoi, dans presque tous les domaines en Occident, ces 3 couleurs-là, blanc, rouge, noir, pèsent d'un poids beaucoup plus lourd que toutes les autres dans l'anthroponymie, dans la toponymie, dans les proverbes, dans les faits de langue et de lexique, quels qu'ils soient, mais aussi dans le monde des emblèmes, des drapeaux, etc. Noir, blanc, rouge, c'est plus expressif, c'est plus fort que jaune, vert ou bleu. Le noir à la préhistoire. Oui, c'est une couleur qui est présente dans les peintures du Paléolithique, par exemple, et qui est présente dans les mythologies les plus anciennes pour être associée à 2 choses. D'une part, les ténèbres qui seraient à l'origine du monde, en quelque sorte. Hein. Du noir va sortir la vie, va sortir l'humanité, la création sous toutes ses formes. Le noir est fertile, une dimension qu'on a un peu perdue, mais qui est très présente
dans les sociétés antiques, la fertilité du noir. Donc c'est par là que le noir devient positif. Donc il y a un noir qui est négatif, qui est lié aux ténèbres, à la mort, et il y a un noir qui est le symbole de la fertilité de la terre. Oui, c'est vrai de toutes les couleurs, hein. Chacune est double et a ses bons et ses mauvais aspects. Le noir n'échappe pas à la règle, donc il y a un bon et un mauvais noir. Le bon noir, donc, c'est en effet fertilité, créativité. Plus tard, ça va être modestie, tempérance, humilité. Plus tard encore, luxe, autorité. Les arbitres s'habillent de noir pendant très très longtemps, les juges aussi. Voilà. Et puis de l'autre côté, le mauvais noir, ce sont les ténèbres, le monde souterrain, la mort, la faute, le péché, etc. Tout ce que nous connaissons banalement. C'est déjà là très très anciennement, cette double symbolique de la couleur noire. Mais ce qui me frappe à propos des origines, c'est que le discours de la Bible et le discours de l'astrophysique, au fond, sont les mêmes. Au début, il y a les ténèbres, il y a le Big Bang, il y a le noir des origines, en quelque sorte. C'est pas très différent. Il y a une distinction qu'on a un peu perdue, mais qui est centrale à l'histoire, c'est la distinction entre le noir brillant et le noir mat. Oui, c'est un paramètre absolument essentiel dans les sociétés anciennes. Ça se reflète d'ailleurs dans les faits de langue. Il y a au moins deux mots pour dire noir, comme il y en a deux pour dire blanc. Selon que la couleur est brillante ou qu'elle est mate, qu'elle est valorisée ou neutre, ou dépréciée même. Et en latin, par exemple, ater, c'est le noir ordinaire, et niger, qui est donné notre mot noir, c'est le beau noir, le noir brillant, le noir lumineux, en quelque sorte. Alors quand c'est le noir et c'est le noir et rouge, c'est le blanc et rouge sur le jeu le jeu des échecs était de quelle couleur autrefois? Alors le jeu est asiatique, lui. Apparaît dans le nord des Indes vers le VIe siècle de notre ère, puis se diffuse vers l'ouest par le biais de la Perse, puis de la culture arabo-musulmane, et il arrive en Occident vers l'an 1000. Et quand il arrive en Occident, il oppose un camp rouge et un camp noir. En Asie, c'était signifiant. En Europe, vraiment, noir contre rouge, ça ne signifie rien. Donc il faut changer une couleur. Et comme on est vers l'an 1000, le couple blanc-rouge étant plus fort que le couple blanc-noir, on change une couleur et sur les échiquiers européens, pendant tout le Moyen-Âge, vont s'opposer un camp blanc et un camp rouge. Et ça n'est qu'à la fin du Moyen-Âge que le camp noir remplacera le camp rouge. Donc c'est un jeu, mais c'est aussi un bon document d'histoire culturelle, cette opposition de rouge contre blanc. C'est vraiment ce qu'il y a de plus fort en Occident pendant très très longtemps. On va expliquer ça quand on parlera du rouge. Mais là, c'est intéressant de voir cette distinction. Donc, on a dit tout à l'heure que avant Newton, le noir est évidemment une couleur, et que c'est ça qu'il faut comprendre pour comprendre le noir, parce que si on comprend à partir de Newton, on ne comprend pas très bien le rôle du noir. Mais alors, vous soulignez quelque chose qui est évident, mais auquel je n'avais pas pensé avant de vous lire, mais le début de l'imprimerie va changer la manière dont les êtres humains perçoivent le noir, et puis après, le début de la photographie et du cinéma, qui est en noir et blanc, va aussi changer le rapport qu'on a au noir. Oui, et va créer un axe noir-blanc plus forte que tout le reste. Et c'est à partir de ce moment-là, enfin c'est mon hypothèse, que le couple blanc-noir devient un couple de contraires plus fort que blanc-rouge. Donc l'apparition du livre imprimé à l'encre noire sur du papier blanc et de l'image gravée et imprimée à l'encre noire sur du papier blanc, parce que en amont de la photographie, il faut jamais oublier qu'il y a l'estampe et il y a la gravure présente dans le livre, hein, et c'est ça l'horizon imagé. Les tableaux, c'est très très rare. Tout ce que tout le monde a en termes d'image sous les yeux, c'est du noir et blanc pendant des siècles et des siècles. Alors qu'avant, au Moyen-Âge, il y a que tous les livres sont des livres peints à la main, donc c'est polychrome. C'est polychrome. Donc j'avais jamais pensé à ça, mais le début de l'imprimerie, c'est passé d'un monde polychrome à un monde
C'est la naissance d'un monde en noir et blanc. C'est absolument essentiel et personne ne s'intéresse à ça. Je suis frappé qu'en histoire de l'art, par exemple, on n'étudie pas du tout cette révolution qui se passe assez rapidement. En 3 générations, on passe d'un monde où toutes les images sont polychromes vers un monde où l'immense majorité des images sont en noir et blanc, entre le milieu du XVe et le milieu du XVIe siècle. Et ça va rester fort longtemps, puisque la photographie, à ses débuts, va prendre le relais. On sera toujours des images en noir et blanc. Et donc, le retour de la couleur, c'est un nouveau passage dans un autre monde, celui que nous avons aujourd'hui. Au fond, aujourd'hui, on est moins dans un monde de noir et blanc, avec la photographie qui devient en couleur et le cinéma qui est passé à la couleur, et ça fait un autre changement. Oui, c'est un autre changement. Je suis d'autant plus sensible que j'appartiens à une génération euh, où la photographie et le cinéma étaient majoritairement en noir et blanc. La couleur existait, mais quand j'étais petit garçon, et m'en emmenait souvent au cinéma dans ma famille, c'était en noir et blanc la plupart des films jusqu'aux années 60. Et je n'arrive pas à me débarrasser de l'idée que le cinéma, c'est un art du noir et blanc. Je trouve que le cinéma en couleur, c'est pas vraiment du cinéma. Mes enfants se moquent de moi quand je dis ça, mais euh, je le vis sincèrement. Et maintenant que je suis malvoyant, j'ai l'impression que je vois mieux les films en noir et blanc que les films en couleur qui, avec le numérique en plus, me semblent complètement plats, sans relief, alors qu'en noir et blanc, c'est quand même le jeu des contrastes est plus intéressant. Donc la question du noir, ça pose, donc on a vu hein, l'opposition à la lumière, l'opposition alors sinon au rouge, mais ça aussi toute la question de est-ce qu'on donne la place à la multiplicité des couleurs ou pas. Et c'est un débat, au fond, qu'on retrouve à de très nombreuses époques, qui a un enjeu théologique important. Il y a toute une querelle. Est-ce qu'il faut qu'on vive, qu'on soit habillé en couleur ou juste qu'en noir? La même question se pose dans les églises. Est-ce qu'il faut chasser la couleur ou est-ce qu'il faut qu'il y ait de la couleur? On a l'impression que c'est un débat qui revient régulièrement et qui oppose deux conceptions de l'existence. Oui, on retrouve ce qu'on a déjà évoqué à propos du bleu, les morales de la couleur, et il y a cette très vieille idée qui est déjà bien présente chez les moralistes romains, même chez Platon d'ailleurs. La couleur, c'est quand même une tricherie, une tromperie, un luxe inutile, un phare, une vanité. On en parle à toute époque. D'où est-ce que dans les lieux de culte, elle doit être présente ou pas? Il y a l'idée que rien n'est trop beau pour la maison du Seigneur, donc il faut mettre de la couleur partout. Ou au contraire, l'idée que la couleur est une vanité, elle n'a rien à faire dans le temple chrétien, il faut la chasser du temple. Les deux attitudes existent et suscitent naturellement des polémiques à toute époque, encore aujourd'hui avec, pensons à Notre-Dame tout récemment, et est-ce qu'on repeint, comment on repeint, est-ce qu'on remet de la couleur vive, pas vive, etc., etc. Vous penseriez quoi? Moi, Notre-Dame, c'est un... eh bien, il se trouve que je suis un peu agacé par tout le tapage qu'on fait autour de Notre-Dame, alors qu'il y a des églises magnifiques à Paris. Et en historien, je sais que pendant assez longtemps, Notre-Dame de Paris ne comptait pas beaucoup par rapport à d'autres grandes cathédrales de province. Hein. Paris ne devient archevêché que sous Louis XIII. Hein. Elle dépend de Sens. L'évêché de Paris dépend de l'archevêché de Sens. Donc, c'est pas une église très importante par rapport à la cathédrale oui, de Sens, de Tours, de Rouen, par exemple. Mais vous seriez pour la peindre en couleur ou pas, Notre-Dame? Ah, je mettrais de la couleur parce que je suis présent de la couleur et je pense qu'en effet, majoritairement, il y a eu de la couleur dans les églises, surtout à partir de la réforme protestante. Le catholicisme a fait exprès de mettre beaucoup de couleurs pour faire contraste avec les temples protestants. Donc, oui, le problème est de savoir est-ce que quand on repeint dans les mêmes couleurs que précédemment ou est-ce qu'on change les couleurs? C'est une autre question. Et on aimerait le savoir historiquement, parce qu'on a des documents d'archives qui nous expliquent qu'on a repeint à telle ou telle époque, qu'on a payé tel ou tel peintre pour faire ceci ou cela, mais on ne nous dit pas les couleurs qu'il a posées. C'est une information qui manque. Peut-être on peut, pour clore le chapitre sur le noir, montrer qu'au XIXe siècle, le noir revient en force.
Et là aussi, on rejoint la même idée. Le noir revient parce on est contre la couleur, contre qui semble exagérée, trop personnelle. Vous soulignez que Henry Ford n'a fabriqué que des voitures noires. Voilà, c'est l'époque où le grand capitalisme, aussi bien européen qu'américain, est majoritairement aux mains de capitaines d'industrie protestants qui véhiculent des valeurs protestantes et morales de la couleur. Henry Ford, c'est l'exemple le plus frappant d'un puritain, un drôle de bonhomme, mais un puritain qui, toute sa vie, ne voulait vendre que des voitures noires, alors que la clientèle demandait plus de couleurs, que la concurrence en proposait déjà. Mais il y a cette espèce de chape morale au début du XXe siècle, même à la fin du XIXe, les premiers appareils ménagers, les premiers stylos, les premiers appareils photo, tout ça c'est dans la gamme du noir pour des raisons morales. Le cinéma c'est pareil, hein, le cinéma en couleur était prêt assez tôt, pas le fait de colorer la pellicule, mais notre cinéma en couleur. Mais les capitaux demandaient à être importants, bien sûr, mais c'était des raisons morales qui ont freiné la diffusion en salle parce que des images animées, c'était déjà indécent par rapport aux images fixes, mais animées en couleur, alors là, c'était franchement obscène pour les grands moralistes. Et donc, on a reculé de 20 ans la sortie en salle des cinémas en couleur qui était prêt beaucoup plus tôt. Donc ces problèmes de morale de la couleur jouent un rôle énorme dans les pratiques de la couleur. Et encore aujourd'hui, on ne s'en aperçoit pas, mais ce sont des morales d'un autre genre qui marchent dans l'autre sens parfois, mais il n'y a pas moyen d'être vraiment libre en matière de couleur. Et vous montrez, alors ça aussi, le noir qui devient vraiment la couleur de l'autorité, du pouvoir, du capital, devient, avec toujours ces dualités des couleurs, la couleur des rebelles. Les blousons noirs, les pirates, l'anarchie. C'est ça. Comment expliquer ce paradoxe, que le noir prenne le sens inverse? C'est comme le noir est ambivalent avec sa double symbolique, à partir du moment où un groupe social décide de valoriser le mauvais noir, en quelque sorte, il donne à ce noir une dimension de transgression, de rébellion contraire du clan opposé. Et c'est le noir des pirates qui devient le noir de l'anarchisme, des blousons noirs, et puis quand on le fait à trop grande échelle, bien sûr, ça s'use, ça perd beaucoup de sa force et on va chercher la rébellion ailleurs que dans le noir aujourd'hui. Alors, le vert, vous dites ce qui est central au vert, c'est l'instabilité. C'est ce qui m'apparaît si on fait un bilan de la signification qu'on peut associer au vert. C'est non pas l'idée de nature qui est tout à fait moderne, parce que la nature ne se définit pas par rapport à la végétation pendant très très longtemps, mais l'idée d'instabilité. Je vois qu'on a associé de bonheur et pendant longtemps à la couleur verte tout ce qui était instable à un titre à un autre. Je donne pour exemple l'enfance, l'amour, l'espérance, la chance, le jeu, le hasard, la fortune. Tout ça, ça tourne comme la roue de la fortune. C'est le destin, au fond. C'est ce qui est en mouvement. Le vert, c'est le mouvement. Voilà. C'est tout ce qui est en mouvement, donc si c'est en mouvement, c'est instable. Tout ce qui est changeant, instable. Et je m'interroge sur le lien entre le chimique et le symbolique, parce que pendant très longtemps, en teinture comme en peinture, fabriquer du vert, ça n'est pas difficile, mais stabiliser le vert, c'est impossible. C'est une couleur qui est instable chimiquement. Et c'est pour ça que les peintres et les teinturiers ne l'aiment pas beaucoup, parce qu'elle est trompeuse, elle ne tient pas. Et donc le fait qu'on l'associe à tout ce qui ne tient pas, tout ce qui change, me donne une piste pour m'interroger plus étroitement sur le rapport entre chimie et symbolique. Alors vous avez dit tout à l'heure, mais c'est tellement stupéfiant comme ça à première vue. Le vert n'a pas été, dans toute l'histoire de l'Occident, la couleur de la nature. Comment les gens voient la nature? À partir des différents éléments? Oui.
Ce n'est pas du tout la végétation, la nature, ça c'est une idée qui apparaît à l'époque romantique. Mais dans les sociétés anciennes, la nature, c'est soit l'ensemble du monde vivant, en quelque sorte, ou du monde créé même, soit plus étroitement la somme des quatre éléments, donc l'eau, l'air, la terre et le feu. C'est ça qui fait la nature, hein. L'idée de nature, faut pas être provocant, mais quand même, l'idée de nature est complètement culturelle. Elle n'est pas du tout naturelle. Et donc, elle a pendant longtemps quatre couleurs, celle des quatre éléments. Le feu est rouge, l'eau est verte, la terre est noire, et l'air est blanc, deviendra bleu par la suite. Alors vous l'avez mentionné, que le vert est la couleur, comme c'est ce qui bouge, ce qui change, ça devient la couleur du destin, du hasard, de la chance. Et vous remarquez, ce que j'avais pas du tout fait attention, c'est que quand on joue sur un tapis vert. Et on le fait depuis très longtemps, c'est-à-dire que depuis que les documents nous parlent de ce que nous appellerions, nous, les casinos aujourd'hui, des jeux de hasard, des jeux de cartes, c'est toujours sur une surface verte. Au XVIe siècle, il y a déjà des choses qui correspondent à la roulette, par exemple, ou au bridge. C'est toujours sur tapis vert. Et pareil pour le sport, c'est sur une surface verte. La table de ping-pong est verte, les gens pourraient penser que c'est par hasard, et ben ça vient d'une longue histoire, ça vient de toute cette histoire-là. C'est parce que sur une surface verte, comme dans les jeux de société, il y a un destin qui se joue. Les ordalies du Moyen-Âge, les tournois du Moyen-Âge, des compétitions de ceci ou cela. La table de ping-pong, c'est pas de l'herbe, ça pourrait très bien ne pas être vert. Eh bien, c'est vert, symboliquement, même si c'est en train de changer un peu aujourd'hui pour des raisons de marketing. On peut même aller jusqu'au tapis vert des conseils d'administration des entreprises. Sur le tapis vert se décide le sort d'une entreprise, souvent. On prend une décision qui va impliquer des choses dramatiques pour à la fois les actionnaires et les employés. Le vert, donc on voit, c'est cette dimension, donc instable, à la fois désirable et inquiétant. Il y a un aspect il y a aussi un aspect négatif du vert. Et quand il devient négatif à cause de son ambiguïté, ça devient la couleur de quelque chose d'un peu maléfique, des mauvais esprits. Oui, il y a une période où le vert, le mauvais vert a pris le pas sur le bon vert en quelque sorte. C'est la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Ça dure même assez longtemps dans l'époque moderne. Il y a cette réputation d'instabilité, une couleur dans laquelle on ne peut pas se fier parce qu'elle change. Et puis, on l'a associé également à des esprits mauvais, à des animaux qui prennent place dans le bestiaire du diable, des animaux verts de type serpent, dragon, crapaud, grenouille, etc. Et il y a une association plus récente peut-être entre le vert et les sorcières qui auraient des dents vertes, des robes vertes, des cheveux verts, etc. Et vous remarquez, j'aurais jamais pensé non plus, que nos martiens, comme petits hommes verts, pour un historien des couleurs, on voit très bien que c'est juste la succession, la continuité de ça. Des personnages étranges qui sont les lutins, les farfadets, les génies de la forêt, etc., qui sont bons ou mauvais, mais qui sont en tout cas bizarres. Comment on explique le changement qu'aujourd'hui le vert soit revenu, disons, c'est le bon vert qui l'emporte aujourd'hui, les numéros verts, les classes vertes, les prix verts, le vert devient plus positif. Oui, on lui confie même le soin de sauver la planète, en quelque sorte. C'est ce vert de la nature végétale dont on s'est aperçu qu'on l'avait trop abîmée, qu'elle allait nous manquer. Donc on l'a valorisé, on a valorisé sa couleur avec, et tout ce qui est vert aujourd'hui est positif. J'ai grand peur d'ailleurs qu'on en a tellement abusé de ce vert positif et naturel que ça va s'user assez rapidement, il va falloir passer à autre chose. En tout cas, on n'en est pas encore là. Donc le vert, c'est salvateur, on vante
tout ce qui est contenu dans la végétation, la chlorophylle, les bienfaits des classes vertes, en effet, et du tourisme vert, etc., etc. Comme ça fait défaut, c'est valorisé. La couleur verte en profite, elle qui était mal aimée pendant assez longtemps, et deuxième dans le classement des couleurs préférées aujourd'hui, loin derrière le bleu, bien sûr, mais solidement devant les autres couleurs. Alors on va passer au rouge. Donc le rouge, donc 2016. Alors, le rouge, c'est vraiment fascinant de comprendre, on l'a déjà un peu mentionné, que pendant longtemps, c'était même la couleur. La couleur, c'est d'abord le rouge pour les anciens. Oui, en Occident en tout cas, c'est la première couleur que l'être humain a maîtrisée, à la fois en teinture, mais d'abord en peinture, hein. On a d'abord peint en rouge, avant même sur le mur des grottes ou sur les galets du Paléolithique. Je pense que l'être humain a peint d'abord sur son propre corps, mais évidemment on n'a aucune trace. Il a dû peindre en rouge. On a quelques récipients de type coquillage, on voit des traces très 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 anciennes de peinture rouge. Euh, et c'est la première qu'il a maîtrisée en tout cas, c'est-à-dire ayant la volonté de fabriquer une couleur et de la fabriquer vraiment, d'abord en peinture, puis en teinture. Ça explique pourquoi dans un certain nombre de langues, c'est le même mot qui veut dire rouge et en couleur, comme en castillan, par exemple, Colorado, ça a les deux sens. Ou en latin classique, coloratus, tantôt c'est rouge vif, tantôt c'est coloré. Et ça existe aussi que dans d'autres langues, c'est le même mot qui veut dire rouge et beau. Comme dans les langues slaves, à Moscou, la place rouge, c'est la belle place. C'est pas du tout la place communiste. Elle est la place rouge dès l'époque des tsars. Donc, l'effet de langue, ici encore, apporte à l'historien pas mal d'informations. Donc rouge, c'est coloré, c'est beau. Donc là, on voit le côté positif de la couleur. La couleur, en tant qu'elle est belle, elle est rouge, parce que c'est ce qui se montre avec le plus d'intensité. Il y a une intensité du rouge. Voilà, et ça remonte très très haut, au point que, en anthropologie, on a dit parfois que la triade blanc-rouge-noir, qui est la triade primitive des couleurs, peut s'expliquer comme ça. Blanc non coloré et propre, noir non coloré et sale, et rouge en couleur. Du reste, vous avez une interprétation que j'ai découverte tardivement, je regrette, parce que quand j'ai écrit mon livre sur les contes, ça m'aurait aidé. Vous avez une interprétation, une lecture du petit chaperon rouge en disant, mais peut-être il faut se dire que le petit chaperon est rouge, porte une galette blanche, et que c'est le jeu des trois couleurs, et que c'est un conte sans doute très ancien, qui articule ces trois couleurs fondamentales au cœur du rapport ancien de l'humanité. C'est la lecture que je fais par rapport à d'autres exégètes qui se concentrent uniquement sur le rouge du petit chaperon rouge. Pourquoi ce rouge? Y compris la psychanalyse qui a vu un rouge érotique ou sexuel, la petite fille étant peut-être pubère ou prépubère, etc. Je crois que c'est une erreur qu'il faut prendre les trois couleurs à la fois. Le rouge tout seul n'est pas très signifiant, mais si on prend la triade blanc-rouge-noir, il y a une circulation, une petite fille rouge qui porte un pot de beurre blanc à une grand-mère noire ou à un loup noir, comme dans la fable du corbeau et du renard. On a un oiseau noir qui tient un fromage blanc, qui le lâche et un renard rouge le récupère en bas. On a la même circulation inversée. Et quel est le sens de cette circulation? Eh bien, les couleurs prennent des sens justement les unes par rapport aux autres. Et cette circulation montre à l'historien qu'il ne faut pas étudier une couleur isolément, mais par rapport à d'autres couleurs. D'où le titre que j'ai donné à un de mes livres, Une couleur ne vient jamais seule. Et c'est vrai que là, nous décortiquons les couleurs une par une, mais dans mes travaux, bien sûr, et dans mes recherches, je ne prends pas les couleurs une par une, elles viennent toutes à la fois dans les documents, et je constitue mes dossiers en conséquence. C'est pour la commodité de l'écriture pédagogique que je fais des monographies, mais quand j'écris un livre sur le rouge, naturellement, je parle aussi dans le même livre du blanc, du noir, du vert, etc. Et ça,
ces trois couleurs, est-ce que ça donnerait un sens particulier au petit chaperon rouge? Quelle est la place du rouge pour le chaperon rouge, du blanc, de la galette et de la grand-mère noire? Oui, on peut faire une lecture qui serait un blanc qui est relativement neutre ou qui est l'objet qui va passer d'un pôle rouge vers un pôle noir et retour, si je puis dire. Le pôle rouge étant le pôle positif et le pôle noir le pôle négatif. On peut avoir la même chose dans le corbeau et le renard. On doit pouvoir en trouver d'autres. Il me semble que dans les contes, dans les fables, dans l'anthroponymie, dans la toponymie, ces trois couleurs jouent un rôle premier par rapport aux autres couleurs. Alors le rouge, comme on a vu pour les autres couleurs, parfois c'est l'aspect négatif qui l'emporte. Alors le rouge, qui était vraiment la couleur de la beauté, de la splendeur, la couleur comme couleur, devient à un moment, particulièrement au sein du christianisme, une couleur de référence au mal. Au fond, c'est le rejet de la couleur qui fait qu'on va rejeter le rouge. Pas le rejet de la couleur, mais la couleur trop violente. Ça va devenir la couleur de la violence, de la colère, de la luxure, de la cupidité, de l'orgueil. De l'amour. Et alors, de l'amour un peu trop fort. C'est la couleur de l'amour, mais de l'amour avec ses différents pôles. Le rouge de l'amour, c'est à la fois l'amour chrétien, la charité, l'amour entre deux êtres qui s'aiment vraiment, mais c'est aussi la débauche, la luxure, l'amour professionnel, la prostitution, l'érotisme et tout ce qui s'y rattache, la débauche. On a la palette complète, hein, depuis l'amour christologique jusqu'à l'amour tarifé. Et donc on va voir donc sa condamnation. On a vu quand on parlait du noir et du bleu le rôle de la réforme. Donc on voit aussi le rôle de la réforme qui va mettre le rouge de côté, qui va le dévaloriser et qui devient la couleur du danger. Encore aujourd'hui, les feux rouges. Oui, c'est un rouge signalétique en quelque sorte qui dans nos pratiques de la signalétique, la couleur avertit plus d'un danger que d'un sans-danger, si je puis dire. Donc, que de la beauté. Disons, on est passé du rouge qui était beau au rouge qui devient l'annonce d'un danger. Il peut rester beau tout en étant signalétique et indiquer la faute ou le danger. Hein. Le rouge des feux tricolores qui est interdit de passer, il n'est pas laid en soi. Non, mais il n'est pas vu comme symbole de la beauté. Non. Encore que, on peut imaginer que la lanterne rouge qui signale les maisons de prostitution au XIXe siècle évoque à la fois la luxure et la débauche qui se passent ici, mais les jolies femmes qu'il y a dedans, je ne sais pas. Il vous racontez très bien, du reste, qu'on va imposer aux prostituées de s'habiller en rouge pour qu'on les reconnaisse comme prostituées. Voilà, on ne peut pas généraliser à l'échelle de l'Europe, mais dans différentes villes, on demande à partir du XVe siècle aux prostituées de porter une pièce de vêtement d'une couleur qui se voit afin d'être distinguées des honnêtes femmes en quelque sorte. Et le rouge étant une couleur moins portée que les autres, c'est le rouge qui est le plus souvent sollicité, mais pas que, mais c'est la couleur dominante. Et ça devient en effet la couleur de la prostitution, d'où cette enseigne ou cette lanterne de rouge des maisons de prostitution au XIXe et au début du XXe siècle. Alors, le jaune, alors c'est une couleur où là, l'ambivalence apparaît très vite. Oui, c'est surtout une dévalorisation qui est mise en valeur par les documents historiques. Le jaune est une belle couleur pour les Grecs et pour les Romains, une couleur présente largement dans la vie quotidienne, à la fois pour le vêtement et pour les objets matériels. Donc je serais en Grèce, tout le monde trouverait que je suis habillé de manière tout à fait traditionnelle. Tout à fait, vous serez très bien habillé pour Athènes au 5e siècle ou Rome à la fin de la République. Tout à fait.
fait. Et le sens pour eux, c'est vraiment la couleur de la lumière, de la vie, c'est ça? C'est la couleur de la lumière, c'est la couleur de la joie. Il y a une espèce d'allégresse du jaune. C'est une couleur qui a sa place dans un certain nombre de rituels religieux aussi, peut-être une couleur de fête. De la luminosité, de la générosité. On dépense parfois beaucoup d'argent pour un colorant de grand prix qui est le safran, croceus en latin. Bref, il y a de très beaux jaunes et une valorisation du jaune. Et puis, pour des raisons pas toujours évidentes à expliquer, le jaune va se dévaluer tout au long du Moyen Âge et prendre des aspects négatifs importants qui vont finir par, non pas éliminer, mais rendre plus discrets les aspects positifs. Alors, quels sont les aspects négatifs du jaune? C'est assez terrible, il faut le dire. Le pauvre jaune, oui, commence à être associé au mensonge et à la trahison, puis à la duplicité, à l'hypocrisie, et on fait de Judas, l'apôtre félon, le personnage emblématique qui, dans les images, à partir du XIIe siècle, est fréquemment, pas toujours, mais fréquemment habillé d'une robe jaune, avec des cheveux roux. Il y a aussi un discrédit de la rousseur, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, qui vient de loin également. Alors que ça pourrait se diversifier à l'époque moderne, non, ça continue. Ce discrédit du jaune ne se fait pas plus discret, mais aurait même tendance à s'accentuer avec la réforme protestante qui en fait une couleur beaucoup trop voyante. Plus personne ne s'habille en jaune à la fin du XVIe, au début du XVIIe siècle. C'est une couleur qui est en recul dans le vêtement, mais aussi dans la vie quotidienne, et qui va le rester presque jusqu'au XXe siècle, en quelque sorte. Et ça touche également le monde des emblèmes et des symboles. Au XIXe et XXe siècle, où on sollicite les couleurs dans le domaine de la politique, domaine large, personne ne puise dans le jaune parce que la couleur est trop négative pour qu'on s'emblématise en jaune pour un parti politique, un syndicat, un mouvement d'opinion. Il faut attendre des dates toutes récentes pour que ça ait changé. Donc vraiment, mais alors, en même temps que le jaune devient donc profondément négatif, la couleur vraiment de la félonie, c'est pour ça que on va mettre l'étoile aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il y avait déjà avant un insigne distinctif. Elle vient de jaune. loin, oui. Elle vient de loin, cette étoile jaune. Il y a, vers le XIIe, mais surtout XIIIe siècle, en Allemagne et en Italie, puis plus largement dans toute l'Europe occidentale, l'idée qu'il faut, par le vêtement, distinguer les chrétiens des non-chrétiens, et les non-chrétiens se voient imposer un signe vestimentaire qui les fait repérer. Alors, c'est pas toujours une étoile jaune pour les juifs, ça peut être les tables de la loi, ça peut être une étoile, ça peut être un signe quelconque. Ouais, C'est pas toujours jaune non plus, mais c'est souvent jaune. Parce que ça se voit, ça se remarque. Le but premier était d'éviter les mariages entre chrétiens et juifs. Mais peu à peu, ça devient une marque discriminatoire, puis une marque infamante. Ça s'atténue un peu à partir du XVIe siècle, et puis ça ressurgit dramatiquement avec les nazis. Alors en même temps que ce jaune devient vraiment une couleur honnie, alors que comme on l'a dit, c'était vraiment une couleur très importante dans l'Antiquité, le jaune est revalorisé sous le nom d'or. L'or, la couleur d'or, prend tous les aspects positifs et le jaune prend tous les aspects négatifs. On peut dire ça? On peut dire ça, et on peut même y voir là l'explication, une des explications de la dévalorisation de la couleur jaune. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où l'or a pris sur lui tous les bons aspects de la couleur jaune et a laissé au jaune stricto sensu les mauvais aspects. Hein. Le jaune, comme chacune des autres couleurs, avait ses bons et ses mauvais aspects. Mais à partir du moment, c'est-à-dire le Moyen-Âge central, où l'or est pensé non seulement comme une matière et une lumière, mais aussi comme une couleur,
il prend sur lui les bons aspects de la couleur jaune et laisse au jaune stricto sensu les mauvais aspects. Je pense que c'est une des explications. Alors l'or, ça devient à nouveau la couleur de la lumière, de la Voilà, splendeur. c'est la couleur de la lumière, de la beauté, de la divinité même. C'est une couleur sacrée. Dans l'art de la fin du Moyen Âge, l'or est omniprésent, hein, ce qui pose beaucoup de problèmes aux historiens parce que l'or est infotographiable. Donc, dès qu'on a un manuscrit à fond d'or, un objet d'orfèvrerie avec de l'or, quoi que ce soit, on ne peut pas travailler sur photographie. Il faut aller voir les originaux. Il y a d'autres choses qui sont infotographiables, mais l'or en fait absolument partie. Alors le blanc, on en a déjà parlé tout à l'heure, parce que vous avez, comme on avait parlé du noir, on avait souligné que comme le noir, le blanc a deux noms dans l'Antiquité. Alors c'est quoi les deux noms du blanc? Donc, Albus, c'est le nom du blanc ordinaire, du blanc neutre ou du vilain blanc éventuellement. Et puis Candidus, c'est le très beau blanc, le blanc lumineux, le blanc immaculé, qui a laissé quelques traces en français moderne, comme Candide ou Candida par exemple. Alors qu'Albus a laissé le mot aube, par exemple, ou albumine. En latin classique, il y a deux mots pour dire noir, il y a deux mots pour dire blanc, deux mots d'usage courant, il y a aussi d'autres termes, mais d'usage très courant, il y a deux mots, et dans nos langues occidentales contemporaines, il n'y en a plus qu'un. Donc notre sensibilité à ces deux couleurs s'est appauvrie, ça c'est très net. Nous avons beaucoup de mal à dire, nous, européens, les différentes nuances de la couleur blanche. Il y a des sociétés où on le fait mieux qu'en Europe. Et dans les sociétés anciennes, en Europe même, on le faisait très bien. Le vocabulaire était assez précis. D'ailleurs, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important, en Occident, en Europe en tout cas, pour dire les nuances de couleur, les langues vernaculaires sont très mal outillées jusqu'au XVIIIe siècle. Et si on veut être précis, il faut le dire en latin. On ne peut pas le dire ni en français, ni en anglais, ni en allemand, ni en italien. Le lexique est trop pauvre pour dire les nuances d'une couleur. Donc il faut passer par le latin. Et puis le XVIIIe siècle apporte dans toutes les langues une moisson nouvelle de termes imagés, de termes figurés, de termes déclinés qui permettent enfin de dire les Par exemple, nuances. Par exemple, si vous voulez dire, on pouvait dire clair foncé, éventuellement mat brillant, mais c'est à peu près tout. Si on veut être plus précis, si on voulait dire, je ne sais pas moi, un rouge qui tire vers le ton groseille foncé, etc., il fallait faire toute une périphrase, alors qu'on trouverait en latin, avec le jeu des suffixes et des préfixes, un seul mot pour dire cette chose-là. au XVIIIe siècle, comment on va dire? Pardon? Au XVIIIe siècle, comment on va faire? Et au XVIIIe siècle vont apparaître des termes de couleur qui existaient déjà mais qui n'avaient pas de sens coloré, qui vont commencer à être employés. Et tout ce que nous disons, je ne sais pas moi, cendre, ivoire, chamois, qui sont devenus des termes de couleur, ne l'étaient pas précédemment. Jamais on aurait... Et c'est d'abord pour l'étoffe qu'on le fait. Pourquoi les hommes préhistoriques, alors que le blanc c'est très facile à utiliser, il n'y a pas de problème technique, utilisaient très peu le blanc? Oui, la palette des peintres préhistoriques est assez réduite, hein. Jamais de bleu, jamais de bleu, jamais de vert. Peu de blanc, il y en a un peu quand même, mais peu de blanc, alors que la craie est omniprésente partout. Et pourquoi? Je ne saurais pas vous dire, ça ne fait pas partie de leur horizon visuel coloré ou de leur symbolique des couleurs. Point de vue général, il faut bien reconnaître que nous savons peu de choses sur les couleurs à l'époque de la préhistoire, ni même à d'autres époques. C'est-à-dire que quand on a commencé à s'intéresser aux couleurs en histoire de l'art, en histoire de la peinture,
on s'est intéressé aux pigments. Et on a fait des analyses de pigments. Mais c'est pas pour ça qu'on s'est intéressé aux couleurs. Et donc, on a beaucoup de travaux sur les pigments employés au Paléolithique par les peintres des grottes. On sait maintenant pas mal de choses. Pour les blancs, par exemple, tantôt ce sont des matières calcaires, crayeuses, etc. Tantôt c'est de l'argile blanche, du kaolin. Bon, mais une fois qu'on sait ça, on n'a pas étudié la distribution de ces blancs sur les parois. Pourquoi est-elle, sans être absente, est-elle rare? Sur quel motif ou est-elle présente ou associée à tel autre motif? Enfin, tout ça, ça reste à faire. Et après, il y a une illusion très forte qu'on a. On a l'impression que l'Antiquité ou le Moyen-Âge était blanc parce qu'on a perdu la couleur. Mais en fait, les bâtiments, les monuments grecs n'étaient pas du tout blancs. Non, ni la statuaire, c'est une idée fausse qu'on a. Les Romains sont en partie responsables parce que les premiers responsables, ils aimaient beaucoup la sculpture grecque, notamment la statuaire, et ils faisaient faire des copies de l'art grec qui étaient totalement polychromes, mais les Romains négligeaient de copier la polychromie. Et comme la statuaire grecque a totalement disparu, nous sont parvenues les copies romaines, notamment qu'on a trouvées ici ou là dans le sol, c'est-à-dire des copies sans la polychromie, ce qui a fait croire que tout était blanc, que la pierre était laissée à nu. Même chose pour les temples et les bâtiments. À partir du XVIIIe siècle, l'idée d'une graisse blanche se met bien solidement en place et est encore présente aujourd'hui, alors que vers la fin du siècle, au début du XIXe siècle, les jeunes archéologues et architectes qui font le voyage jusqu'en Grèce même, sur le terrain, ils envoient des rapports aux grands savants qui sont restés dans les académies de Berlin, de Londres, de Paris, etc. Et ils disent, mais il y a des traces de polychromie partout. Tout ça a été peint. On ne les croit pas. Pas possible. Non, la Grèce était blanche. Il n'y a pas de traces de couleur. Et il va falloir 3, 4, 5 générations avant qu'on admette que les temples grecs étaient entièrement peints, comme les frises du Parthénon qui sont au British Museum. Et c'est pareil pour les églises romanes et les églises gothiques du Moyen-Âge. Tout était peint à l'intérieur comme à l'extérieur, pour les églises romanes en tout cas. Et ceux des historiens et archéologues qui l'ont souligné n'ont pas été crus au début. C'était pas possible. Donc le blanc n'est pas une couleur si importante dans l'Antiquité. Le blanc, non, n'est pas une couleur très importante par rapport à d'autres. Le rouge est bien plus important, le jaune aussi. À quel moment le blanc devient valorisé? C'est le christianisme qui ajoute une dimension de pureté, de propreté, de dignité, et puis une dimension christologique à la couleur blanche, et met en branle une symbolique du blanc qui est restée la nôtre jusqu'à aujourd'hui, mais qui n'était pas, ou pas dans tous les domaines en tout cas là, dans l'Antiquité classique, il y a quelques exceptions. Par exemple, une amusante, Atticus, l'ami de Cicéron, nous raconte qu'il était très coquet, Cicéron. Et avant de faire un discours au Sénat ou ailleurs, il aimait que sa toge soit bien propre. Or, une toge, c'est un vêtement assez sale parce que c'est un vêtement très cher, très difficile à nettoyer. Et en général, on n'en a qu'une la vie durant, parfois deux. Et alors, avant de prendre la parole, par ses esclaves, il faisait blanchir à la craie sa toge pour paraître très, très propre et très blanc. Ça, c'est son ami Atticus qui nous raconte ça. Donc le blanc prend sa place avec le christianisme, mais il va se développer et il y a au XXe siècle une certaine valorisation du blanc. Oui, bien avant le XXe siècle, il y a une valorisation du blanc qui va crescendo en quelque sorte, avec quelques hauts et quelques bas, mais en gros, la courbe est ascendante et c'est difficile de trouver dans le blanc des aspects négatifs. La symbolique des couleurs, en général, est assez bien équilibrée entre les bons et les mauvais aspects. Pour le blanc, elle est déséquilibrée. Les bons aspects l'emportent largement sur les mauvais aspects,
ce qu'on pourrait dire du mauvais blanc, ce serait l'idée de vide, d'absence, de paresse quelquefois. Ça laisse des traces dans des expressions comme signer un chèque en blanc, un coup en blanc, une nuit blanche. C'est l'idée d'absence, de vide. Il passe rien ou pas ce qu'il faudrait. Mais c'est à peu près tout. On va arrêter là, même si vous n'avez pas fini votre travail, parce que vous êtes lancé dans d'autres couleurs. Vous venez juste de sortir le rose. Vous aviez prévu de faire le rose, le gris, l'orange ensemble, c'est ça? Et vous avez finalement fait le rose tout seul. Voilà, après avoir traité des 6 couleurs principales, je m'attaquais aux couleurs que j'appelle moi du second rang, avec l'idée qu'il y a moins à dire, que j'aurai moins de documents, que les rapports entre couleurs et société là sont plus discrets. Et mon idée première était, pour faire un volume semblable aux autres, de les grouper et faire le rose et le violet ensemble, par exemple. Et puis en travaillant, je me suis aperçu pour le rose que j'avais au fond assez de matière, texte et images, pour faire un livre comme les autres. C'est ce que j'ai fait, donc le rose, même s'il y a quelques trous chronologiques pour lesquels j'ai trouvé peu de documents, il y a quand même une histoire du rose que j'ai pu construire en Europe occidentale. Je me demande si pour les suivantes, ça va être pareil. Vous travaillez sur laquelle en ce moment? Alors, je ne suis pas d'accord avec mon éditeur, donc il aimerait que j'enchaîne soit avec le violet, soit avec l'oranger, ce qui est pertinent. Le violet, il y aura pas mal de choses à dire. L'oranger, j'ai déjà raconté une partie de l'histoire de l'oranger européen dans mon livre jaune, alors que je me répète, mais je suis très attiré par le gris. Ah oui, moi je sens en vous lisant que vous devriez faire le gris. Donc je crois que je vais me mettre au gris. Il y a beaucoup à dire et des problèmes particulièrement intéressants, notamment les rapports entre le gris et l'incolore, hein, quand on s'interroge sur la notion d'incolore, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça n'est pas le blanc qui est incolore, ni le noir, c'est le gris, surtout dans nos sociétés contemporaines, à moins que ce soit le monochrome, comme si la couleur, ça commençait à 2. Une couleur, ça suffit pas pour faire de la couleur, quelque chose comme ça. Donc je crois que je vais enchaîner par le gris. Non, mon problème, ça sera le brun, le marron. Alors là, les documents sont vraiment peu bavards, texte et images, alors que c'est certainement la couleur la plus présente dans la vie matérielle depuis la nuit des temps. C'est tellement banal qu'on n'en parle pas. Même du côté vestimentaire, hein, dans le vêtement porté par le commun des mortels au fil des siècles, le brun, ou ce qui en tient lieu, c'est la couleur majoritaire. Mais comme c'est la couleur majoritaire, personne n'en parle. Donc l'historien va être démuni. Ben, merci infiniment d'avoir partagé cette grande traversée de la couleur qui parle évidemment de plein d'autres choses liées à notre existence. Merci beaucoup. Merci, oui, la couleur, ça touche à tout et ça concerne tout le monde. Et ça fait plaisir. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Vous vous souvenez, hein, j'ai 2 chaînes YouTube, la chaîne Dialogue et la chaîne J'ai demandé Fabrice, où je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas à me faire part de tous vos commentaires. J'adore vous lire et je vous dis à très bientôt.